Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour Sarah. Bonjour Nicolas. Bonjour. On s'entend bien, donc bonjour à vous tous, très chers passagers ou futurs passagers ou professionnels du voyage. Je vous invite à allumer votre son pour que vous entendiez. On va attendre une petite minute. Donc pour rappel, c'est un événement qui est en direct où vous allez pouvoir poser vos questions via la barre de questions qui se trouve sur votre droite. On y répondra à la fin de ce direct. Et si jamais nous n'avons pas eu le temps de répondre à toutes vos questions, on le fera après ce direct. Donc on va attendre un petit peu. Bonjour à tous. On a des petits mots de bonjour. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous invite à, si vous ne m'entendez pas, vous ne m'entendez pas, mais du coup de bien activer votre son. On attend encore un petit peu. Vous n'êtes pas pressés, messieurs? On a tout notre temps. C'est parfait. Donc on va être, je pense, beaucoup pour ce direct. On a eu beaucoup d'inscrits. Un record dans le webinaire Ponant. Donc bonjour. Donc pour rappel, c'est un événement en direct. Vous pourrez poser vos questions en direct. Nous avons une équipe Ponant ici au siège qui vous répondra via la barre de questions sur la droite, et puis on sélectionnera quelques questions en fin de présentation afin de vous répondre en direct. Autrement, ce sera fait demain. Demain, vous recevrez la suite des réponses. Également, il y aura un quiz d'organiser, donc je vous invite à même prendre des notes sur tout ce qui va être dit par nos experts. Et demain, vous recevrez le quiz avec une croisière en yachting à gagner pour 2 personnes pour cet été. Ça monte, ça monte. On va peut-être commencer tout doucement. Les petits retardataires nous rejoindront. Donc, bonjour à tous, une fois de plus. Donc, je suis Sarah Devert, ambassadrice Ponant et responsable responsable d'accueil voyage qui se trouve à bord des navires. J'ai rejoint la compagnie en 2011 à bord de l'Austral, qui était le nouveau fleuron de la compagnie à l'époque, et je suis désormais au siège depuis 2 ans et demi. Où j'ai rejoint, j'ai rejoint mes collègues qui eux étaient également à terre, et j'ai rejoint le projet Charcot il y a quelques semaines, quelques mois même. Et nous avons avec nous Nicolas Dubreuil, donc certainement connu par nos passagers quand il naviguait, qui est désormais expert des expéditions polaires et directeur du développement durable. Et nous avons avec nous également Mathieu Petitot, qui naviguait aussi, donc peut-être que sa tête ne vous est pas inconnue, et qui est directeur des constructions neuves, recherche et développement. Est-ce que la présentation vous a plu, messieurs? Parfait. Au revoir. Et très bonne journée. Donc le programme de des 50 minutes que nous allons passer ensemble, en une demi-heure, on va vous présenter un projet exceptionnel, le commandant Charcot. Donc à travers différentes interventions de nos 2 experts, Mathieu et Nicolas. Et sans perdre plus de temps, je propose de commencer tout de suite avec déjà un mot d'un des commandants qui sera sur les navires. Donc pareil, si vous avez déjà navigué avec Ponant, probablement vous avez entendu parler du commandant Garcia, et il avait un petit mot pour vous. Donc messieurs, je lui laisse prendre la parole et on se retrouve juste après. Le commandant Charcot est un navire hybride polyvalent. Il va fonctionner au gaz naturel, donc très peu d'émissions. Mais en même temps, c'est un navire qui permettra d'accueillir des scientifiques et d'aller dans des zones peu accessibles en fait pour les scientifiques. Je pense que nos passagers sont de véritables ambassadeurs, donc je crois à cela. Cette puissance qu'ont nos passagers à témoigner pour mieux comprendre en fait les défis environnementaux. Un équilibre qu'il faut trouver
avec par exemple un écotourisme encore plus développé, à la rencontre avec les populations inuites, en allant encore plus loin dans cette participation, ce partage aussi avec les passagers et les populations locales. On a cette expérience acquise, ça c'est important, avec la technicité, et puis en même temps, je crois qu'il faut aborder ça avec beaucoup d'humilité, et donc c'est notre expérience passée qui forgera et qui améliorera encore la manière de naviguer dans ces zones polaires. Cette conscience environnementale, ce n'est pas que l'apanage de nos guides naturalistes qui sont extraordinaires, mais que nous aussi, marins, capitaines de navires, eh bien, nous sommes aussi chargés et responsables de cette mission qui est de protéger la planète et notamment les océans. Être à la tête du commandant Charcot, c'est pour moi en fait une responsabilité qui est non pas uniquement une responsabilité liée à la sécurité des passagers et de l'équipage, mais en même temps eh bien, de trouver ce juste équilibre, de mettre le curseur au bon endroit pour pouvoir faire des voyages en accord en tout cas avec notre environnement. C'est un navire qui va être unique. Pour un marin comme moi, ça va être un peu le Graal, on va dire. Mais j'aborde ce projet avec beaucoup d'humilité parce qu'on a toujours des choses à apprendre sur cette terre et sur ces océans. Donc le commandant Charcot y participera. Voilà pour cette introduction du commandant Garcia. Du coup, pourquoi le commandant Charcot? Je vais laisser la main tout de suite à Nicolas Dubreuil. Merci Sarah. Oui, alors bonjour à tous. Merci d'être là et puis surtout aussi nombreux. On va essayer, on va être même très très efficace parce on voudrait vous laisser beaucoup de temps pour vos questions puisque ce projet c'est aussi votre projet. Je pense que c'est important et je pense que dans toute la conception même la partie passager pour nous est extrêmement importante. Donc on a besoin de cette interaction avec vous. Là, on va vous emmener avec le commandant Charcot au-delà de l'expédition. On va aller au-delà de l'expédition, on va franchir un cap, on va aller en exploration. Alors évidemment, c'est pas arrivé, cette idée, elle n'est pas arrivée comme ça, comme un cheveu sur la soupe ou juste en un claquement de doigts. C'est des années et des années d'expérience, des expériences dans la croisière, dans les zones polaires et dans les expéditions en zone polaire aussi, et qui nous ont amené petit à petit comme ça à évaluer, à se dire, bah voilà, est-ce qu'on n'aurait pas des choses à faire, des choses encore mieux à faire, et d'où l'idée de ce commandant Charcot. Et je trouve que d'avoir dédié ce nom du commandant Charcot au navire, c'est vraiment déjà être complètement dans l'aventure, puisque, alors pour ceux qui ont déjà voyagé avec nous, je suis sûr que vous en avez entendu parler. Pour ceux qui ne connaissent pas ce commandant Charcot, je vous invite à aller évidemment sur Internet, prendre des informations sur lui. C'est le père des expéditions polaires françaises, quelqu'un qui a bercé mon enfance, qui a fait des découvertes absolument incroyables, et aussi avec une façon de les faire. C'est très important, c'est-à-dire que à chaque fois, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas tellement connu finalement, c'est que c'est quelqu'un qui à chaque fois a réussi, quoi. Il est revenu avec tous ses hommes, il est parti en expédition, il est parti avec énormément de nourriture, personne n'est mort de faim, et finalement il a réussi toutes ces expéditions, et curieusement, c'est ça qui a un petit peu fait qu'il est moins connu. Et puis toujours avec cette je dirais très à la française, c'est-à-dire que tous les grands explorateurs polaires l'appelaient le gentleman des pôles, parce qu'il a toujours su justement placer ses hommes, placer l'aventure avant son ego. Donc c'est vraiment une très très belle aventure et je suis particulièrement content qu'on ait appelé ce navire le commandant Charcot. Et aussi pour un point qui est important, et vous allez le voir, c'est qu'à chaque fois qu'il a voyagé aussi avec cette idée de découverte et de science. Alors voilà, j'ai juste passé, excusez-moi, voilà. Pour moi, voilà un symbole très fort, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire exactement avec ce bateau? Voilà, pour moi, c'est ça. Ça, c'est l'image, et pour ceux qui ont voyagé avec nous, c'est l'image de là où on s'arrêtait avec la série Le Boréal, l'Austral, etc. On s'arrêtait là, et voilà, on profitait, il y avait toute cette étendue, cette banquise immense. La banquise, c'est un continent, hein, c'est 2 fois la taille de l'Europe, c'est quasiment la taille de l'Afrique, vous imaginez, cette cryosphère justement sur la planète. Et là, le commandant Charcot
eh bien, il va suivre l'invitation. Si vous avez un bon écran, vous voyez sur la gauche ces petites traces d'ours qui s'enfuient comme ça vers l'inconnu. Eh bien, on va suivre l'invitation de l'ours et on va partir justement à la découverte, à l'exploration de cet environnement. Donc, ça va être un voyage aussi qui va être évidemment temporel, puisque on va vous permettre de voyager à des périodes où on n'a pas l'habitude de voyager avec nos autres navires. C'est-à-dire qu'on va partir très tôt en saison avec le commandant Charcot. Donc, on va découvrir cette banquise sur les côtes du Groenland. Et moi, c'était toujours une frustration que j'avais. Pour ceux qui voyagent avec nous, vous savez, j'ai une petite maison au nord du Groenland, nord-ouest du Groenland, à Couche-Lorsork. Et à chaque fois qu'on y va avec les passagers, finalement, on arrive pendant ces 2 mois d'été, où la glace nous permet d'arriver, mais c'est pas ça le Groenland. Et là, avec le Charcot, justement, on va pouvoir arriver au mois de mai, là où tout le monde est sur la banquise, là où il y a les chiens de traîneau, où tous les Groenlandais que vous connaissez, ils sont habillés en pantalon en peau d'ours, etc., et où ils vivent cette glace. Et évidemment, tout ça, et Mathieu va vous en parler, de ce formidable navire qui nous donne un pouvoir d'aller dans ces régions-là. Ça va évidemment avec une grande responsabilité. Et cette grande responsabilité, on la vivra de la même manière qu'on fait avec nos autres navires. Vous le savez, on sera accompagné à bord, là, avec, évidemment, sur le commandant Charcot, une équipe plus importante de naturalistes et qui sont là, en fait, pour, vous mettre en exergue tout ce que la nature va vous offrir. C'est-à-dire qu'on va rester spectateurs, observateurs, et toutes les équipes de naturalistes seront là pour vous vous expliquer du plus gros mammifère, je veux dire la baleine. On est tous émus de voir une baleine passer près du navire, mais évidemment quand il y a quelqu'un à côté qui est là pour en parler, qui est là pour vous expliquer, cette baleine, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle fait là, elle va où, pourquoi elle se comporte comme ça, etc. Eh bien tout d'un coup, ça prend toute sa signification. Et c'est le but ultime pour nous, c'est justement d'arriver à faire de vous des ambassadeurs de ces régions qu'on va traverser. Et parce que, comme on le dit, on protège mieux ce qu'on connaît, en vous informant, en vous montrant les choses, en vous pointant du doigt, de la baleine jusqu'au plus petit plancton, je suis sûr qu'on va faire de vous autre chose que des passagers. Passagers, en fait, ce terme, je voudrais qu'on en trouve un autre, parce que faire de vous vraiment des voyageurs, et des voyageurs qui ont une partie prenante dans l'aventure. Et puis, un point qu'on verra un petit peu plus tard aussi, mais j'en parle un petit peu tout de suite, c'est toute cette partie scientifique qu'on a avec Mathieu dès les premières réunions qu'on a fait ensemble sur ce projet. Tout de suite, évidemment, l'évidence de la science, de faire profiter à des scientifiques de ce navire pour aller dans ces régions-là. Et Mathieu a su mettre au point justement un navire qui, pour moi, je peux me tromper, mais franchement, je ne pense pas, est le premier navire qui est dédié, qui est à la base, qui est construit dès la fabrication de ce navire pour accueillir des scientifiques à bord, et donc pour vous permettre de vivre aussi cette aventure scientifique, d'être partie prenante de ces découvertes qui vont pouvoir être faites dans ces milieux-là. Et voilà, et je me permets de repasser tout de suite la main à Sarah. Merci beaucoup. Bon, alors là, tu nous as fait rêver, donc on va essayer de continuer. Et je repasse la main, du coup, à Mathieu, puisque là, ça va être sa spécialité, puisque il a, entre autres, avec ses équipes, construit cette révolution technologique. Donc, Mathieu, à toi. Merci, Sarah. Bien, bonjour, mesdames et messieurs. Je suis d'abord très fier d'avoir cette occasion pour vous présenter les coulisses de la conception de ce navire qui est complètement exceptionnel. C'est une aventure qui a commencé il y a 5 ans, lorsque nous avons fait appel aux spécialistes de la conception de navires polaires, les Finlandais de Aker Arctic, pour nous aider à développer ce concept de navire complètement unique, d'un navire à passagers de haute expédition polaire. Il a d'abord fallu qu'on analyse les conditions environnementales que le navire allait devoir affronter, comme l'épaisseur de la glace, jusqu'à 2,50 m dans le nord, sa concentration, sa densité et les basses températures, jusqu'à moins 15 degrés, par exemple, dans le sud. Alors, les conclusions de ces études ont permis de définir la catégorie glace du navire, la Polar Class 2, définissant ainsi la résistance de sa coque, ses dimensions, sa puissance, son tirant d'eau impressionnant de 10 mètres pour un navire de cette taille. Ce navire Polar Class 2 est unique au monde et fait du commandant Charcot un outil d'exploration absolument hors du commun. Sa particularité sera de pouvoir naviguer aussi bien en marche avant qu'en marche arrière,
suivant les différents types de glace rencontrés. Et c'est pourquoi nous allons avoir 2 passerelles à bord de ce navire. Une passerelle principale située à l'avant du navire, entièrement couverte et située sous le salon observatoire. Une deuxième passerelle sera, elle, située à l'arrière du restaurant gastronomique au niveau du pont 5. La glace, elle offre une variété de paysages infinis et des obstacles qui sont parfois difficiles à franchir et qui seront traversés en douceur grâce à une forme de carène très particulière et grâce aux pods qui sont donc ces moteurs de propulsion azimutaux qui peuvent donc pivoter sur 360 degrés. Cette coque de 150 mètres de long, 28 mètres de large, nous a offert un espace passager encore jamais atteint sur aucun de nos navires. 2 ponts entiers sont consacrés aux locaux publics, salons, restaurants, spas, théâtre, piscine intérieure, piscine extérieure. 135 cabines avec balcon sont réparties sur 3 ponts et des espaces extérieurs conçus pour vous permettre d'être au plus près de cet environnement qui est absolument spectaculaire. Entre autres, un pont promenade tout autour du navire vous donnera accès à l'extrémité de la proue du navire au contact des éléments, ce qui est un caractère absolument exceptionnel sur un type de navire, sur les navires à passagers. Le commandant Charcot a été construit en Norvège, dans le chantier Vard, où ont également été construits donc les navires de la série Explorer, et il naviguera sous pavillon français, comme l'ensemble de notre flotte. Et 190 membres d'équipage vous accompagneront dans cette exploration polaire. Le caractère exceptionnel de ce navire reste évidemment dans sa capacité à offrir une aventure polaire unique, mais aussi dans sa conception. Le commandant Charcot a été conçu suivant 4 critères qui ont nécessité un haut niveau d'innovation pour pouvoir atteindre le niveau d'exigence que requièrent ces voyages. Il a d'abord un aspect environnemental fort, primordial, que nous avons mis au centre de la conception en faisant le choix d'utiliser le combustible le moins polluant existant aujourd'hui, réduisant ainsi l'émission des soufres, du monoxyde d'azote, des particules et du CO2. Je parle là du GNL, du gaz naturel liquéfié, à moins 164 degrés, qui a nécessité de développer un système de stockage unique au monde, que seul le commandant Charcot a aujourd'hui, afin de doter le navire d'une autonomie complète sur l'ensemble de ses croisières. Et donc, c'est 4500 mètres cubes de GNL qui vont alimenter la toute dernière génération de moteurs dual fuel les plus performants du marché aujourd'hui. Le commandant Charcot sera un des premiers à les faire fonctionner au gaz. Nous avons également choisi de concevoir un navire hybride électrique en intégrant une grande capacité de batterie permettant d'améliorer le rendement énergétique de la même façon qu'une voiture hybride peut le faire. Le commandant Charcot sera doté du plus grand parc de batteries existant sur un navire de croisière, optimisant ainsi le fonctionnement des moteurs au gaz, permettant de faire de la récupération d'énergie dans la navigation glace, offrant un mode 100% électrique, zéro émission, zéro bruit pendant presque 2 heures. Je pense qu'il faut quand même se projeter et s'imaginer une telle expérience au beau milieu de la banquise. Ensuite, la navigation dans la glace, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un exercice assez subtil. Il faut avoir du doigté pour manœuvrer. La ligne droite à fond, c'est clairement pas le chemin le plus court, ni le plus respectueux, car il est parsemé de glace d'épaisseur et de densité variable, de chenaux naturels, que nous, on va essayer d'aller emprunter au maximum. Et afin de maîtriser et optimiser cette navigation, de réduire notre consommation, on a décidé de développer un logiciel de routage, routage glace, encore une innovation, en associant notre expertise glace avec une société française experte dans le routage météo. Enfin, la gestion des déchets est évidemment un sujet encore plus sensible dans ces lieux, et nous avons donc développé des systèmes de stockage, de traitement encore plus poussés, zéro rejet en zone polaire, navire certifié Green Ship, et également avec une forte volonté de réduire au maximum nos déchets plastiques. Le deuxième aspect fort du navire, c'est d'être en mesure de garantir la sécurité de nos passagers et de notre équipage. Lors d'une pareille expédition, il faut absolument démontrer qu'on a tout bien anticipé et que nous sommes prêts. Le premier facteur de sécurité, c'est le navire lui-même.
sa puissance, sa coque, sa capacité manœuvrière, ses batteries et la redondance de ses équipements. Le deuxième, c'est que nous avons développé par nous-mêmes des équipements de sécurité qui sont adaptés à la survie polaire. Rien n'existait sur le marché pour permettre de satisfaire ces critères réglementaires en cas d'abandon, par exemple. Et nous avons trouvé des partenaires industriels qui ont bien voulu nous accompagner dans cette démarche innovante afin de développer une nouvelle génération d'équipements spécialement étudiés pour nous. Terminez la traditionnelle brassière de sauvetage, vous serez déjà désormais doté de combinaisons thermiques étanches. Nous aurons de quoi établir des camps sur la glace et l'ensemble des pays nordiques sont intégrés dans cette démarche qui suscite beaucoup d'intérêt de la part de grâce à toutes ces innovations techniques auxquelles on a initié. Le troisième aspect et défi, ça va être le confort de ce navire. Il fallait concilier le caractère surpuissant du navire avec le côté délicat, raffiné des emménagements, arriver à atténuer au maximum les bruits, les vibrations inhérents à ce type de navire. Donc, beaucoup d'études ont été faites pour atténuer ces perturbations, des sols flottants, des cloisons et des plafonds suspendus, des amortisseurs, des hélices à 5 pales, un renforcement structurel du navire. Voilà, quelque chose qui a vraiment une grande ampleur et le confort de ce navire passe aussi par une augmentation de surface des cabines, plus de suites et plus d'espace public. Enfin, le quatrième aspect, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, c'est la science. Il était inconcevable de créer un tel outil d'exploration et de le nommer le commandant Charcot sans lui permettre d'être un navire d'opportunité scientifique. Nous l'avons conçu avec des espaces dédiés sciences comme des laboratoires secs, humides, la possibilité d'analyse et de prélèvement d'eau de mer. On a créé des réservations dans la coque pour permettre l'installation d'équipements hydrographiques. Ce navire sera mis à disposition de la communauté scientifique pour réaliser des études sur la glace, sur le niveau des océans, les paramètres de l'eau, l'étude des fonds marins et de l'air. Tout cela, on y travaille avec des organismes français et internationaux. Comme je vous l'ai dit, ce projet est parti d'une feuille blanche il y a 5 ans. Il s'est transformé en acier, du papier à l'acier, en novembre 2018, avec le découpage de la première tôle, un moment très symbolique, très fort, partagé entre nos équipes et le chantier. Ensuite vient la pose de la quille en novembre, le 14 décembre 2018. Et cette date, ce sera la date de naissance du navire, le commandant Charcot, qui le suivra durant toute son exploitation et toute sa vie de navire. Ensuite vient la mise à flot, un moment très fort du projet, également avec son passage à Saint-Nazaire, que vous avez peut-être pu voir, pour l'installation de ces pods, de ces moteurs de propulsion si spécifiques. Alors voilà, l'aventure de la conception et de la construction de ce vaisseau va prendre fin en avril 2021. Et ensuite, c'est une toute autre aventure qui désormais vous attendra. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Mathieu pour ton temps et ces explications très claires et pédagogiques. Alors du coup, je vous laisse admirer et présenter ces quelques images de synthèse puisqu'on n'est pas encore au résultat final, mais on s'y approche. Donc là, vous pouvez voir par exemple le Blue Lagoon, ce qui est appelé le Blue Lagoon. Alors surtout, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, messieurs. Surtout Mathieu qui est en train de construire ce monstre des mers. Mais là, nous voyons donc le Blue Lagoon qui se situe au pont Neuf, au niveau du restaurant. Donc, on est sur des bains chauffés, il me semble, par récupération d'énergie. Et il y a, alors j'ai une autre photo à vous proposer de la vue du restaurant avec le brasero au milieu de façon à rester au chaud aussi dans ce paysage, on va dire, frais. On continue notre balade donc dans ces fameuses cabines qui sont aussi beaucoup plus spacieuses qu'avant. Comme tu le disais, on a des nouveaux types de cabines et de suites. On a quand même une première, ce sont des suites duplex que vous pouvez voir en bas à droite. Donc ces fameuses suites duplex sont en duplex, mais ce qui permet d'avoir une énorme baie vitrée à l'arrière du navire et de profiter de tout ce qu'il y a autour et des merveilles autour de ce navire.
Et si je continue la visite, là, nous pouvons apercevoir donc le grand salon en haut à gauche. Alors, il faut savoir qu'on a également fait appel à deux grands cabinets d'architectes, avec les cabinets Nuel qui ont déjà réalisé nos navires précédents. Mais nous avons un nouvel architecte également qui a rejoint, et quel nom, puisqu'il s'agit de l'architecte Villemotte, qui a construit également, entre autres, l'atrium à la réception. Alors, on n'a pas de photo puisqu'on va quand même garder un petit peu de mystère pour ce navire, mais un superbe atrium qui va aller du pont 5 au pont 9, qui a créé, il me semble, le restaurant gastronomique que vous voyez en bas à gauche, qui lui se situe de l'intérieur. Et alors, une grande nouveauté aussi, du moins pour nos navires Ponant, qui a été très attendu de beaucoup de nos passagers fidèles, c'est un pont promenade, puisqu'on va pouvoir faire le tour du navire, plusieurs fois même, si vous voulez, donc qui va correspondre à environ 350 mètres, puisqu'on va pouvoir faire tout le tour du navire. Donc ça, c'est aussi une nouveauté avec, il me semble qu'il va y avoir des bancs extérieurs également qui vont être chauffés par récupération d'énergie pour faire des petites pauses en cas de froid extrême en faisant le tour. Et puis si je continue cette visite, une piscine intérieure, excusez-moi, avec un espace sauna exceptionnel, les cabines de soins qui donnent sur la vue à l'extérieur. Donc si jamais vous êtes en soins et à ce moment-là vous avez des ours polaires, oui, parce que il y en aura plusieurs, ça vous permet de ne pas louper un seul moment et de regarder ce qui se passe par ces baies vitrées. La salle de sport qui est un endroit qui reste un endroit exceptionnel parce que déjà c'est un des endroits les plus beaux du navire avec une des plus belles vues sur les autres navires. Mais là on continue dans la lignée puisque vous avez une fois de plus des superbes baies vitrées. Et puis une autre révolution également, c'est la fameuse snow room, le sauna de neige. Donc pour vous frotter de neige après un sauna, histoire d'avoir une peau encore plus belle à la fin de cette croisière. Donc ça, c'était un peu pour montrer les nouveautés. Il y a également évidemment la suite de l'Armateur, où là on est dans une autre dimension, puisque là nous parlons d'une suite qui fait tout l'arrière du navire et qui fait 115 mètres carrés de surface avec 180 mètres carrés de terrasse. Donc complètement dingue aussi pour pouvoir profiter des espaces de la vue extérieure. Donc toutes ces nouveautés qu'on a hâte à vous présenter. Alors pour la diapositive d'après, n'ayez crainte, mais nous avons trouvé ces photos très intéressantes à partager avec vous. Ça date d'il y a quelques mois, mais on peut voir que le navire prend bien forme. On est loin de la première coupe de la tôle, comme tu le disais tout à l'heure. Donc en haut, vous voyez les cabines qui commencent à prendre forme. Le grand salon aussi, il y a déjà, on a le plafond déjà qui est mis en place. On peut voir clairement. Et puis le théâtre en bas à droite qui aussi avance doucement mais sûrement, puisque ces photos ont déjà quelques semaines. Donc on a déjà bien avancé, il me semble. Et ensuite, évidemment, une fois que vous aurez profité de toutes ces expériences à bord, on vous a également prévu, puisqu'en plus de ce navire exceptionnel et d'être les premiers, nous l'espérons, à découvrir ces endroits uniques, nous allons vous parler des itinéraires inédits. On va laisser la main surtout à Nicolas, qui a beaucoup participé aussi à ce projet d'itinéraire. Donc, Nicolas, re-bienvenue dans la conversation. Merci, Sarah. Oui, alors, effectivement, là, juste pour terminer sur alors, oui, là, les photos que vous avez vues de la construction, là, elles datent d'il y a 4 jours. Voilà, ce que je veux dire. Tout va bien. Tout va bien. Donc, là, en fait, on va aller, évidemment, avec cet outil dans des régions, comme je le disais dès le départ, là, qui sont complètement autres, où on n'a pas l'habitude de naviguer. Et je trouve que l'importance l'importance qui a été accordée par Mathieu à l'extérieur est absolument incroyable. C'est-à-dire que justement, c'est ça le tour de force, c'est de créer un cocon, puisque je pense que tout le monde, et je voyais quelques questions qui passaient, moi, malheureusement on n'a pas le temps de tout de suite répondre, mais effectivement des gens qui disent voilà, c'est extrêmement confortable et tout ça. Et effectivement, le truc qui est assez dingue, c'est d'arriver à créer
un navire extrêmement confortable et à la fois complètement tourné sur l'extérieur. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est-à-dire que, effectivement, ce corridor qui permet d'aller partout. Vous imaginez à l'avant, là on n'a pas vu sur les images, mais l'avant est complètement accessible. Et vous imaginez le temps qu'on peut passer à l'étrave justement et voir défiler cette banquise, ça va être absolument extraordinaire. Donc là, on a un outil, et comme je le disais tout à l'heure, qui est absolument fantastique. Et évidemment, avec le pouvoir que nous donne cet outil, eh bien, on a de grandes responsabilités aussi. Et j'en profite pour répondre à quelques questions que j'ai vu passer. Tous nos itinéraires sont faits à la base après une étude poussée, c'est-à-dire qu'on va se rendre sur place, on va faire des repérages, on va co-construire une offre touristique avec les populations locales. On a envie, moi personnellement, vous imaginez, pour ceux qui me connaissent, qui est passé la moitié de ma vie au Groenland, j'ai envie de vous montrer ces gens qui conduisent leur attelage de chiens sur la banquise, comment ils vivent vraiment cette période-là. Eh bien, tout ça, on l'a co-construit avec eux, c'est-à-dire qu'on est allé les voir, on est allé les rencontrer, leur expliquer notre projet, leur dire, bah voilà, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. Ils nous ont fait des tas de remarques, on a travaillé avec eux pour que, évidemment, ils puissent, eux, vous proposer ce qu'ils ont envie aussi de vous montrer. Donc, ces voyages-là vont être des voyages complètement uniques, hors du temps, et où j'insiste encore un petit peu, mais on n'est plus dans l'expédition, on a franchi un cap, on est dans l'exploration. Et alors, ça va vous demander du boulot, à vous aussi, passagers, parce que on va pas sur un navire d'exploration comme on va sur un navire d'expédition. Il faudra aussi attendre. Et Mathieu en a touché deux mots. Évidemment, on peut pas parler de tout comme ça, mais c'est sur cette navigation. Cette navigation, ça va être une navigation qui est complètement différente. Ça n'a rien à voir. Imaginez-vous que, par exemple, les distances qu'on fait, on les exprime même plus en milles nautiques, comme on fait partout tout le temps. Là, on va l'exprimer en kilomètres. Donc, on est sur un univers qui est changeant, qui se déplace, qui se déforme, qui s'ouvre, qui se craque, qui se ferme, etc. Et donc, on va être complètement à la merci. Et je dirais, voilà, vous savez, ce célèbre proverbe groenlandais qui dit « Si l'arsoir, si couche-loup, qui s'y mine à Galavok », et que tout le monde chez Ponant connaît par cœur maintenant. Tout à fait. Eh bien, donc, il veut dire « Seul le temps et la glace sont maîtres », ça sera encore plus vrai. C'est-à-dire qu'on va vous demander aussi, on part en exploration, on va demander beaucoup de souplesse dans la gestion de ces itinéraires. Et puis, c'est un itinéraire qui va vous emmener, évidemment, on a choisi les lieux où aller parce que il y avait, c'est des lieux historiques, c'est des lieux où il y a eu les explorations polaires sont passées, françaises ou non, où il y a des vestiges. C'est des lieux aussi qui sont géologiques ou qui ont un intérêt de glaciologie, un intérêt faunistique. Par exemple, quand on fait nos itinéraires, on sait où, par exemple, où les phoques vont mettre bas, donc on ne va pas aller dans ces endroits-là et passer à côté d'eux. On va s'éloigner et éviter tous ces endroits-là. Et donc ce voyage, ça va être un voyage dans l'histoire, dans la faune, mais aussi et dans l'actualité. Et justement, on parlait tout à l'heure de cette surface blanche qui recouvre la Terre, que ce soit la neige, les glaciers ou la banquise, qu'on appelle la cryosphère. Et justement, eh bien la recherche récente, relativement récente entre guillemets, prouve justement l'importance de cette interaction entre les océans, l'atmosphère et la cryosphère. Donc tout ça, on va vous projeter là-dedans parce qu'on est convaincu aussi d'une chose, c'est que rien n'existe tant qu'il n'a pas été vécu. On est là en période de confinement, on est tous à ces réunions, alors ça a des avantages, mais ça a aussi de gros inconvénients, c'est qu'on vit dans le virtuel. Le commandant Charcot va vous amener dans le réel, dans l'histoire, dans l'actualité, mais dans le réel. Et donc, ces voyages, on va passer, évidemment, on va faire l'Arctique et l'Antarctique. L'Arctique, bon, je vais pas encore continuer là-dessus. Évidemment, c'est un endroit absolument extraordinaire. Vous allez voir la différence. L'Arctique, c'est une mer qui est entourée, une mer couverte de glace qui est entourée de terre, et donc il y a un lieu d'échange, donc beaucoup d'espèces d'animaux différentes, mais en plus petite quantité, et puis une population. Alors que l'Antarctique, eh bien c'est un continent qui est entouré de mer, donc beaucoup plus protégé, et où là, on a peu d'espèces différentes, mais en grand nombre. Donc j'essaie de faire un petit peu vite parce que je voudrais vraiment avoir toutes vos questions. Donc on va aller dans ces endroits-là, on va aller au pôle Nord par exemple. Ça c'est un voyage qui est absolument extraordinaire, atteindre le pôle Nord, mais juste regarder quelque chose. La première fois qu'un homme a mis le pied sur le pôle Nord, c'était le 5 avril 1969. Le 5 avril 1969. Dans la même année, au mois d'août, on allait sur la Lune. C'est des lieux, on va aller dans ces lieux
complètement magiques et qui sont, je dirais, qui ont été vraiment très compliqués à explorer. Donc, on vous amène vraiment dans cette dimension-là, et ce qui fait que, et je préfère que vraiment être clair là-dessus, on a prévu des itinéraires, on va voyager, et voilà, et après, c'est la nature qui nous guidera, et on doit subir la nature. C'est le seul moyen de la respecter, c'est-à-dire que nos itinéraires ne se concevront que en subissant ce que la nature nous réserve. Et il faudra s'y plier. Si on ne peut pas aller à tel endroit, eh bien, on ne pourra pas y aller, et on ne forcera pas la dose. Donc voilà, ces ouvertures sur des endroits justement où je disais on va aller dans des lieux où on n'a pas l'habitude d'aller, y aller au Groenland quand il y a encore de la banquise. Juste pour parler très rapidement, puisque je vois le temps qui passe et évidemment on a tous envie de vous parler beaucoup de choses, mais le passage du Nord-Ouest, pour moi, le passage du Nord-Ouest avec le commandant Charcot, ça, tout d'un coup, ça n'a plus rien à voir, puisqu'on va passer par tous les endroits qu'on, je dirais, tenté d'exploiter tous les explorateurs qui ont voulu trouver ce passage du Nord-Ouest. Donc, on va aller dans le bassin de Fury-Éclat. Évidemment, on va faire le détroit de Bellot. On va remonter en terre d'Ellesmere. On va aller sur les traces de l'Endeavour. On va aller au nord de l'île de Banks. Dans tous ces endroits où les explorateurs sont allés, mais depuis, évidemment, très peu de personnes ont franchi le pas. Le pôle Nord géographique, j'en parlais juste précédemment, un voyage extraordinaire, mais un voyage aussi qui est très compliqué, puisque vous allez arriver en bateau, vous allez vous faufiler, vous voyez, ça c'est une image du pôle, on se faufile entre ces plaques, et puis au moment où vous serez au pôle, en fait on va déjà s'en aller, puisque les plaques vont nous pousser, le vent, le courant va nous pousser, donc ce pôle il est très difficile à atteindre, et il est presque insaisissable, mais c'est une aventure évidemment exceptionnel d'atteindre ce sommet de la planète. Et puis quelques exemples évidemment sur l'Antarctique aussi, où on va là, je dirais c'est plus exacerbé, puisque l'Antarctique, pour ceux qui ont l'habitude, on va sur cette péninsule qui est juste au sud du Ushuaïa, de la Terre de Feu, cette toute petite péninsule, ou alors pour certains qui ont fait ces voyages en mer de Ross. Mais c'est-à-dire qu'on va on a l'habitude de découvrir 1% de l'Antarctique. C'est simplement 1%, cet énorme continent. Là, le commandant Charcot va nous permettre de nous déplacer, de faire carrément le tour de l'Antarctique, d'aller explorer tous ces endroits absolument uniques de l'Antarctique qui n'ont quasiment pas été visités. On a un voyage aussi, je trouve, c'est ce côté unique qui est vraiment qui est extrêmement intéressant. L'éclipse, vous savez qu'il y a une éclipse qui va être visible depuis l'Antarctique. Alors depuis certains endroits de l'Antarctique, et notamment on peut l'observer à partir de on va dire du nord-est des Orcades. Seulement le problème, c'est que là on est en pleine mer, donc c'est pas l'idéal pour observer. Là, avec le commandant Charcot, on va rentrer dans la mer de Weddell, donc cette mer qui est complètement gelée. On va se laisser prendre dans les glaces et on pourra observer l'éclipse depuis la banquise. Donc ça, c'est évidemment un événement complètement exceptionnel. On pourra faire une bonne observation puisque, par chance, la banquise, disons, permet d'avoir une meilleure visibilité. Puisque ça fait des hautes pressions. Et puis en plus, évidemment, c'est sur un environnement qui est relativement stable. Évidemment, des empereurs aussi, c'est la possibilité non pas de visiter des petites manchotières qui sont juste accessibles plus ou moins en péninsule antarctique, mais d'aller voir des très grandes manchotières qui sont beaucoup plus loin, dans des endroits beaucoup plus difficiles d'accès, et d'aller faire des observations, toujours accompagnées de scientifiques, évidemment, pour se rendre compte de tout ça. Voilà, alors là, je passe à cette partie où on parle justement des activités. Alors, Sarah, je ne sais pas si tu es là. Ouais, Sarah. Je suis là. Mais alors, je voulais juste aussi faire juste un aparté, je vois qu'il y a certains de nos passagers ont des problèmes de connexion. Alors surtout, ne vous inquiétez pas, puisque il va y avoir un replay. On enregistre ce live et vous pourrez le voir en direct, sans coupure. Donc, on est désolé. S'il y a des problèmes de connexion, généralement, c'est que ça vient de votre connexion, comme moi. C'est pour ça que je disparais à des moments donnés. Mais pour
pour parler rapidement des activités qui vont être proposées, je pense que Nicolas, tu peux aussi partager certaines choses. J'ai vu des commentaires passer. Évidemment, il y aura des conférences à bord faites par les équipes des naturalistes, mais tout un panel d'activités va être proposé, encore en étude. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, on va voyager dans un monde, et Mathieu le disait très bien tout à l'heure, là, un monde en mouvement. La banquise, ça bouge, ça se déplace. Donc, on va utiliser, on met à disposition des passagers tout un tas d'outils pour justement avoir l'expérience de l'exploration et pouvoir justement découvrir cette banquise, ce milieu, même tout cet écosystème sous toutes les coutures. Donc là, je reviens juste en avant. Oui, on va proposer de la pêche blanche, du traîneau, de la plongée, des balades en raquette, de l'overcraft aussi, de l'hydroglisseur. Effectivement, parce que dans ces lieux-là, hein, contrairement à ce qu'on a, cet imaginaire de la banquise patinoire qui est absurde. La banquise est morcelée, elle est fracturée. Donc, pour se déplacer d'un endroit à l'autre, parfois, on peut pas utiliser les Zodiacs, on peut pas y aller à pied. D'où l'utilité d'utiliser des engins comme ça qui vont se déplacer à la fois sur la glace et à la fois sur l'eau. Et puis évidemment, les conférences, effectivement, comme tu disais, Sarah, les sorties en Zodiac, le kayak, la motoneige. Et puis, une fois de plus, vous l'avez compris avec ce que disait Mathieu, c'est cette science qui a été prévue dès le départ, nous permet d'avoir, et ça c'est un point extrêmement important, et surtout chez nous en France, on va accueillir une science académique, ce qu'on appelle la science dure, c'est-à-dire des gens qui viennent, qui ont un programme scientifique, des fois qui suivent depuis plusieurs dizaines d'années, et qui ont une chance phénoménale, finalement, c'est de pouvoir justement, et c'est ce qu'ils nous disent, c'est le retour qu'on a des scientifiques, c'est le commandant Charcot va leur apporter de pouvoir aller à un endroit de manière répétée et de pouvoir conduire leurs recherches, puisque la France n'a pas de brise-glace disponible. Donc, il y a cette science académique qui sera à bord, et puis on va vous faire vivre aussi une science participative, ou plutôt, je préfère le terme de citoyenne, où effectivement, on va vous demander, on va vous proposer de participer, de faire des relevés aussi avec nous, avec vos naturalistes, et avec les équipes de scientifiques qui seront à bord, d'aller forer la glace pour mesurer l'épaisseur de glace, d'aller prendre la température de l'eau, faire des échantillons d'eau, etc. Et puis, on va vous expliquer pourquoi on fait ça et qu'est-ce qu'on va rapporter, quelles sont ces données qui seront mises à disposition, évidemment, du monde entier. Voilà quelques exemples là, sur les premières croisières qui vont aller au pôle Nord. On a des programmes qui sont internationaux et français aussi, où on va déposer des balises sur la banquise pour étudier cette cryosphère dont on vous parlait tout à l'heure et où en fait, finalement, on en parle beaucoup à la télé, dans les médias, mais la réalité, c'est que cette cryosphère, la science la connaît très peu parce qu'il y a très peu de moyens d'observation. Super, merci. Puis sans oublier, évidemment, on l'a précisé un peu plus tôt, mais la rencontre des peuples quand nous allons aller dans certains villages, suivant les itinéraires aussi, puisque pour rappel, il n'y a pas de peuple en Antarctique. Juste pour un petit rappel. Alors moi, je vais vous parler vraiment en quelques secondes de la politique de réservation ultra souple, puisqu'effectivement, nous sommes dans une période assez spéciale dans le monde, et donc Ponant a vraiment ajusté sa politique de réservation également, puisque pour information, si vous souhaitiez partir pour ce voyage unique, aujourd'hui nous parlons d'un acompte de 10% seulement et d'un versement du solde final qui sera uniquement un mois avant le départ. Donc ça vous permet vraiment de vous positionner sur les premiers départs qui seront cet été à partir de mai, même l'hiver prochain, puisque nos croisières sont déjà disponibles sur le site internet. Vous pouvez aller sur le site pour revoir les photos du navire également si vous le souhaitez, découvrir les itinéraires. Tout est disponible sur le site internet. Et puis, n'oublions pas que ce voyage, alors j'ai vu un commentaire passer qui était très intéressant, où il y avait marqué « c'est un voyage dans l'espace ». C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un commentaire que j'ai vu passer, et c'est vraiment ça. Hier, j'ai eu le privilège de parler à Monsieur Sauvé, qui disait justement ça va être la découverte de sites exceptionnels où bien moins de personnes n'ont mis les pieds que sur la Lune, et on parle d'un voyage exceptionnel. On va vraiment, c'est aller au plus près du plus loin en fait. Donc ça va être le voyage d'une vie, pas que notre première saison, la deuxième saison aussi. Il n'y a que 135 cabines, donc on reste
en petits groupes, on va dire, et on va être en immersion totale avec cette nature qu'on ne connaît pas. Et ça va être, c'est la nouveauté de ce commandant Charcot, de se connecter avec la nature, avec les peuples et de voir ce qui se passe aussi autour de nous sur cette belle terre. C'était une belle conclusion. Donc, voici si vous souhaitez des informations suivant où vous vous trouvez en France, en Belgique, en Suisse, voici nos contacts, également disponibles évidemment sur notre site internet. Et puis on va répondre à quelques questions, messieurs, si vous avez encore le temps. Bon, on a un petit peu dépassé, mais on a le temps pour quelques questions. Oui, je pense il y en a déjà là pas mal. Il y en a déjà pas mal, ouais. Il y en a plusieurs là, à laquelle j'ai répondu. Juste, je voulais revenir, là, j'en ai noté une. L'expédition avec le Charcot sera-t-elle totalement différente par rapport? Oui, ça n'a rien à voir. Déjà, le navire, et vous l'avez compris, il est complètement différent. Mais en plus, l'expérience qui va être apportée avec ce navire dans des régions qui sont complètement autres, et à une époque aussi qui est complètement autre. J'en profite pour répondre en même temps à la question. Voilà, quelles sont les périodes où il est possible de naviguer vers le pôle Nord. Vers le pôle Nord, on peut y naviguer juillet, août, mi-juillet, août. Voilà. Dans d'autres régions, on ira avant et on ira voilà au Groenland en mai, en juin. Ce sont des périodes exceptionnelles. Et juste une autre question, on peut se rapprocher du pôle Nord. À quelle distance environ? Je pense que je vous ai fait peur. On peut arriver au pôle Nord, on peut arriver dessus. Simplement, la banquise, alors pour y avoir été à ski plusieurs fois, c'est un tapis roulant. C'est-à-dire que ces plaques de banquise, c'est pas du tout homogène, c'est pas du tout complètement calé. Elles se déplacent, elles tournent, elles se déplacent au gré du courant et des vents. Et donc, c'est un tapis roulant. Donc, nous, notre bateau, il est au milieu de ces plaques. Il est coincé entre les plaques, etc. Il se déplace, il pousse les plaques, il arrive à avancer. Donc, il arrivera à aller au pôle Nord. On s'arrêtera pour que vous soyez au pôle Nord. Et puis après, lentement, il va dériver. Il faudrait qu'on revienne pour se remettre au pôle Nord, mais on partira avec les plaques de banquise. Super, merci beaucoup. Alors moi j'aime bien cette question parce que elle était déjà posée à l'époque quand je naviguais. C'est que choisir pour un premier voyage, Arctique ou Antarctique? Et c'est moi qui dois répondre ou tu réponds? Pas tant qu'à faire. C'est parce que c'est différent. Ça a rien à voir aussi, donc ça va dépendre, j'imagine, de l'attente de ce que vous attendez de voir, vous, très chers passagers, mais je sais pas si tu souhaites non, mais t'as parfaitement répondu. Ça dépend de ce que vous voulez voir. Comme je te disais, l'Arctique, c'est un milieu où on est, je dirais, il y a énormément d'animaux, énormément d'espèces différentes, mais en petit nombre. Il y a un peuple très fort, très riche. On va parcourir le Groenland, les Inuits du Nunavut. Peut-être dans quelques années, on ira aussi faire le passage du Nord-Est. Donc, on ira en Tchoukotka, Kamchatka, toutes ces régions-là, quand un peuple a une culture phénoménale, une résilience absolument incroyable par rapport aux peuples occidentaux. Et puis, voilà, il y a tout ça. Par contre, vous n'avez pas la densité que vous avez. J'avais vu une question, là, je l'ai oublié, mais c'était quelque chose comme... à propos des manchots, on n'a pas cette densité qu'on a en Antarctique où on débarque et là, on peut voir sur les colonies où on va aller plus de 30 000 manchots empereurs. Non, ça, on peut pas le trouver en Arctique. Et puis ce côté l'Antarctique, c'est le continent de tous les superlatifs. C'est là où il y a, en ce moment, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais il y a un iceberg qui fait quasiment la taille de la Géorgie du Sud et qui est en train de se diriger vers la Géorgie du Sud. Voilà, on a croisé, et je crois, Mathieu, on était ensemble en Antarctique, on est passé près d'un iceberg qui faisait 70 km de long. Donc voilà, c'est le continent des superlatifs, c'est moins 90 degrés, voilà. Donc voilà, après, comme disait Sarah, c'est un choix à faire. Et il faut voir les deux, en fait, n'hésitez pas. Excellent. Alors, moi, c'est une question que j'avais posée au début quand tu présentais ces itinéraires. Est-ce que les températures seront plus extrêmes que dans les zones polaires habituellement visitées? Et des équipements spéciaux sont-ils à prévoir?
Alors, je laisse Mathieu parler sur le côté, justement, ce qui a été prévu pour le bateau, au niveau des températures d'exploitation, peut-être. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, donc je disais tout à l'heure que les températures qu'on a analysées sur sur les 20 dernières années nous donnaient des températures minimum moyennes de 15 degrés. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée, le bateau a été fait, conçu sur une température minimum de moins 25. Donc, il y a 10 degrés de marge de sécurité par rapport au minima qui a été observé sur les 20 dernières années. Voilà. Et cette marge, que ce soit dans la température ou que ce soit dans les épaisseurs de glace, j'ai vu quelques questions. Est-ce que le bateau peut rester bloqué? La réponse est non. On a un navire qui est surpuissant par rapport à l'exigence que nous demandent à la fois la partie réglementaire, mais à la fois le site même et l'environnement, etc. Donc, la conception a été faite de manière à justement réduire ce risque au minimum et avoir un panel de moyens pour s'en sortir. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, on est en communication avec tout le monde polaire pour justement s'assurer que tout est bien maîtrisé, coordonné. Mais je vous garantis que le Charcot n'est pas prêt de rester bloqué dans la glace. Alors, je rebondis sur la question, ce que tu viens de dire, Mathieu, parce que effectivement, il y a toute cette technologie, et puis il y a aussi cette façon d'aborder la croisière. C'est-à-dire qu'une fois de plus, et je vous le dis et je vous préviens, on est en exploration. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est une nature qui est tellement forte, tellement puissante, et c'est ce qu'on veut d'ailleurs vous faire toucher du doigt. On veut que tout le monde se retrouve à sa juste place dans cette nature qui nous submerge complètement, et que donc nous-mêmes, on prendra toutes les précautions pour pas se retrouver dans cette situation-là. C'est-à-dire que oui, des fois, on n'ira pas parce qu'on n'est pas, on se dit, non, là, voilà, c'est trop, on franchit pas cette limite, on ne va pas plus loin. C'est ça aussi l'exploration. C'est cette façon de gérer tous ces événements. Et pour finir, je reprends ce que disait Mathieu sur la partie passager. Effectivement, attendez-vous à des températures de moins 10, moins 15, vraiment au plus froid. Après, avec le vent, ça peut jouer. Donc, vous habillez pareil. On vous prévoit une parka plus chaude qui est donnée à bord. Et par contre, voilà, les sous-vêtements doivent être plus chauds. Les couches que vous mettez au-dessus doivent être plus chaudes, et toujours cette façon de s'habiller comme un oignon, quoi, par plusieurs couches que vous puissiez enlever au gré des changements de température. Et alors, une question intéressante, encore deux si ça vous convient. L'expédition avec le Charcot sera-t-elle totalement différente par rapport aux autres croisières à bord des sister ships, donc de nos autres navires, puisqu'on fait l'Antarctique depuis 2004? On fait l'Arctique Arctique depuis 2004, Antarctique depuis 2005. Donc, pour résumer. Oui. En fait, oui. Là, c'est ce que je disais ça tout à l'heure. Ça n'a strictement rien à voir. Le bateau ne fait pas la même chose. Le bateau pourrait faire les mêmes trucs que le Boréal. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, évidemment. Non. L'expérience qu'on va vivre, elle est complètement différente. C'est vraiment, et je pense qu'il faut vraiment regarder cet esprit. Je pense que la terminologie est assez bonne entre expédition où on cadre bien les choses, et puis le côté exploration où là, on va à l'exploration, et c'est pour ça qu'on a eu besoin de définir, et comme l'expliquait extrêmement bien Mathieu, tous ces outils qui nous permettent, nous, d'agir et de parer à tous les cas, mais voilà, où on va demander aux passagers de plus s'investir. Le passager doit être aussi, arrêter de ce terme passager, qu'on l'oublie, devient un voyageur et devient justement plus acteur de cette croisière, et donc on va lui demander aussi plus d'investissement. Donc les lieux sont pas les mêmes, et la façon de gérer la croisière sera pas la même. Excellent, merci. J'ai vu une question aussi concernant les personnes qui voyagent seules, si elles pourront embarquer sur ces croisières. Évidemment, on a toujours accueilli avec plaisir les personnes qui voyagent seules, qui parfois aussi font de belles rencontres amicales à bord, et nous disposons, donc tout ce qui est tarif va être disponible sur le site internet, mais nous disposons de tarifs avantageux aussi pour les personnes qui voyagent seules. Est-ce que ça vous convient? Je remercie.
Je rappelle, donc pour toutes les personnes qui ont participé, donc une fois de plus, il y a eu des coupures. Vous allez recevoir demain un lien avec tout ce live, tout ce direct va être enregistré. Vous pourrez le revoir jusqu'à votre départ sur le commandant Charcot, évidemment. Sachez que vous bénéficiez de 5% de réduction qui est valable un mois, donc à partir d'aujourd'hui, cumulable avec tout autre avantage. Donc si vous n'aviez pas encore réservé, c'est le moment. Et si vous aviez réservé l'Arctique, du coup, on peut réserver l'Antarctique et vice-versa, évidemment. Il y a également un quiz qui vous sera envoyé demain après-midi. Donc, pas de panique, on ne vous a pas oublié. Le quiz sera envoyé demain. Il y aura un tirage au sort afin de gagner une croisière yachting pour 2 personnes et d'autres cadeaux. D'ailleurs, je tenais à féliciter les gagnants du dernier webinaire. Nous avons un couple qui n'ont jamais voyagé avec Ponant qui ont remporté une croisière. Et puis le prochain webinaire aura lieu le 17 décembre prochain, donc dans un mois à peu près, sur nos itinéraires de cet été. Voilà pour moi. Merci à vous tous. Merci à vous tous de vous être connectés. Également, pour les questions, je vois encore des questions qui passent sur les questions au niveau des réservations. Donc vraiment, via notre site internet, via votre agence de voyage aussi. Nos agences de voyage sont bien formées au courant de tout ce que nous avons dit. Donc n'hésitez pas à aller leur demander également. Et merci à vous deux pour votre temps, vos connaissances, votre partage et votre passion. Et pour ce beau navire et beaux itinéraires. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.